Tout de suite en début d'émission, commençons avec Frédéric Bérard, qui est probablement quelque part dans dans le fond des bois. Bonjour Frédéric Bérard, chroniqueur à Métro, avocat. Bonjour Nick Payne, comment allez-vous? Bien, merci. Et vous aussi, j'en suis sûr, et votre dernier ouvrage s'appelle, rappelez-le-moi, vous venez de publier « La bêtise insiste toujours ». Est-ce que c'est ça? En fait, oui, ça sera publié le 18 mai, très précisément. Ah, c'est un recueil de chroniques? Ouais, puis des petits trucs inédits, et puis voilà, là. Ah, quelques primeurs, donc des bonbons avec des grands succès et des inédits. Ah ouais, en tout cas, c'est très discutable. Et c'est publié chez qui exactement? C'est chez Somme Toute, comme d'habitude. Fidèlement chez Somme Toute. Et puis, voilà. Celui qui n'a pas encore publié, à ce que je sache, de livre, Frédéric Lapointe, ancien candidat dans Maurice Richard et fondateur de la Ligue d'action civique. Bonjour. Oui, bonjour. Vous n'avez pas publié, vous? Ça viendra. Ah bon, parfait. On attend ça avec impatience. On va aller un peu ailleurs pour commencer cette discussion aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous souvenez, messieurs et chers auditeurs, dans l'ancien monde, nous allions parfois hors Québec, même parfois hors Canada, presque hors du continent. Nous allions nous promener dans le sud, notamment à Cuba. Les Québécois ont une relation particulière avec cette île et ce pays socialiste, le pays de la révolution de Fidel Castro. Alors, c'est une chance qu'on a. Hein? On s'en rend pas toujours compte là parce que ça fait très ordinaire, ça, le tout inclus à Varadero avec mon oncle Kevin et ma tante qui vous voudrez. Mais il reste que derrière les sombreros, pas les sombreros dans le cas de Cuba, mais derrière la cristal et autres particularités cubaines, il y a quand même un pays fascinant qui est sous embargo par ailleurs des États-Unis d'Amérique, ce qui n'est pas sans lui coûter quelques 20 milliards de dollars récemment là, sous l'ère Trump. On sait que le président Trump a durci cet embargo et c'est une responsable cubaine là, qui, à la fin de la présidence Trump, expliquait que ça avait coûté donc 20 milliards à Cuba, ce durcissement des mesures. L'économie allait déjà relativement mal depuis quelques années là-bas. Ça s'est empiré avec la COVID, évidemment, puisque l'île a été fermée, ce qui a permis à Cuba de connaître une très belle performance là, du point de vue pandémique, mais évidemment de grandes difficultés économiques. Et par ailleurs, à Cuba, on est à compléter le développement d'un vaccin contre un ou deux vaccins même contre la COVID, ce qui est assez inusité pour un pays de cette taille et qu'on regarde souvent de haut. Alors, pourquoi je vous parle de Cuba? C'est parce que c'est la toute fin là, de l'ère Castro. Raúl, le frère de Fidel Castro, quitte son poste de secrétaire général du Parti communiste ce lundi, à presque 90 ans. Je ne sais pas, messieurs, si vous connaissez le nom de celui qui va lui succéder et qui est déjà président de Cuba depuis 2 ans. Il s'appelle Diaz, de son nom de famille, Diaz-Canel. Frédéric Lapointe, est-ce que Cuba va changer? On n'arrête pas d'annoncer la nouvelle ère, le retour de Cuba vers des valeurs qui nous ressemblent plus, nous ici, grands capitalistes. Quel est votre... allons-y très largement. Comment vous voyez ça, vous, Cuba? Vous savez, le régime cubain peut sembler anachronique en 2021, mais des régimes qui se maintiennent par un mélange là, de forces armées et d'idéologies bien affirmées. Il y en a encore partout dans le monde. Il y a le Venezuela, bien entendu, il y a la Chine, il y a la Birmanie, il y a d'autres pays qui ont connu des troubles plus importants. La Syrie en est, l'Algérie en est un autre, avec l'omniprésence de son armée, ou l'Égypte. Donc, ce n'est pas si exceptionnel que d'avoir un pays avec un régime politique, économique un peu particulier, mais qui se maintient parce qu'il fonctionne peu ou prou comme une dictature. Ce qu'il faudrait peut-être pour que ce régime change, paradoxalement, c'est un changement d'attitude de l'administration américaine. On sait que l'administration américaine veut sortir de l'Afghanistan avec sa guerre la plus longue, paraît-il, 20 années passées en Afghanistan. Mais l'embargo ou la guerre économique que les États-Unis mènent à Cuba, ça fait 2 générations. Et on peut se demander à quoi cette guerre économique sert aujourd'hui. Cuba n'est plus une menace pour les intérêts stratégiques
ou pour l'intégrité territoriale ou la sécurité des Américains. Alors, ça semble de plus en plus être un caprice de politique intérieure, mais qui ne semble pas avoir favorisé quelques changements que ce soit sur l'île de nos vacances. Frédéric Bérard, le régime autoritaire, la dictature, le communisme, donc l'autoritarisme, oui. Quand on va à Cuba et qu'on sort un petit peu des sentiers battus, ce qu'on découvre ne colle pas tout à fait avec cette image très austère ou négative qu'on a généralement de ce pays dans la presse occidentale. Et on sait qu'au Québec particulièrement, au tout début de la révolution castriste, on avait une sorte de préjugés favorables pour Fidel Castro et pour Cuba. On voyait cette espèce de révolution romantique presque. Et bon, c'est par la suite qu'on a un peu déchanté en apprenant toutes sortes de choses si typiques des régimes autoritaires. Mais il reste que c'est une sorte de... Cuba incarne tout de même une espèce de dictature bienveillante. Est-ce que ça existe, ça? Est-ce que j'exagère? Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui, 60 ans plus tard? Le despote éclairé de Voltaire, ici peut-être. À quel point il est éclairé tout le temps, ça c'est une autre histoire. Mais moi, je dois vous avouer, je suis très content qu'on parle de Cuba aujourd'hui. Là, je suis un amoureux de Cuba depuis longtemps. J'avais eu la chance, lorsque je travaillais à Jeunesse Canada Monde, de le visiter dans presque tous ses raccoins, là, dans les terres et tout. C'est un pays qui est absolument phénoménal, puis qui est complexe d'un point de vue politique, d'un point de vue sociologique. Mais vous êtes bien placé pour remarquer avec moi qu'il y a quand même, il n'y a pas que du négatif, c'est-à-dire qu'on jouit d'une certaine façon de cette absence de pression consumériste et commerciale quand on va là-bas dans le pays profondément. Mais vous avez absolument raison. Puis vous faites bien aussi de dire que la presse occidentale, notamment celle contrôlée par les Américains, ont fait une job de bras au régime castriste pendant plusieurs années. Bon, ce qui ne veut pas dire que le régime en soi est dépourvu de failles, que Castro n'est pas en quelque sorte une espèce de dictateur à peut-être bon marché à certains moments, mais reste que quand vous regardez les progrès qui ont été faits, et là je parle j'ai là de parler comme Sartre là, dans les années 50, là, mais quand tu parlais de l'Union soviétique, mais quand vous regardez les progrès que Cuba a fait depuis la révolution castriste, je veux dire, tout juste avant, c'était avec Batista, c'était absolument épouvantable. C'était l'espèce de, comment je dirais, de succursale thème des Américains. Alors, les casinos, la mafia et le reste. Et on a viré ça bout pour arriver à un régime qui fournit les meilleurs soins de santé dans ce coin-là du monde et aussi d'un point de vue éducationnel, je veux dire, c'est des performances remarquables. Évidemment, si on compare les pommes avec les pommes, vous pouvez pas arriver à la conclusion que ceci n'a pas fonctionné là, sur l'île de Cuba, où ça a été un vide. Maintenant, sur la question des libertés civiles, moi, c'est certain que ça m'achale, évidemment, ça va de soi. Mais pour avoir passé quand même un certain temps là-bas, j'avais compris certains trucs. Oui, la liberté d'expression et elle est contrôlée, peut-être pas autant, comme disait Frédéric, que d'autres régimes, cela dit. Mais pour moi, une liberté d'expression qui est contrôlée, c'est déjà trop. Mais reste que, il y a quand même, je dirais que c'est un peu le pendant de ce que je viens de dire. Si tu vas avoir cette espèce de succès-là, malheureusement, et peut-être très, très paradoxalement et ironiquement, t'as pas trop le choix. Pourquoi? Parce qu'avec tous les Américains qui aimeraient bien revenir sur l'île, on le sait, là, parce qu'il y a eu évidemment des expropriations importantes là, tout de suite après la Révolution. Évidemment que ces Américains-là, avec une liberté de presse absolue, une liberté d'expression absolue, réussiraient à déstabiliser le régime dans le temps de le dire. Donc ça, c'est le volet qui m'achale, évidemment. Mais est-ce que c'est un compromis qui est acceptable? Je sais pas, je laisse justement, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que c'est seulement achalant? Parce que c'est quand même le genre de choses qu'on dénonce vivement et pour lequel on mène des guerres parfois de par le monde. Est-ce que, y a-t-il... Est-ce que, comment dire, il faut tout prendre avec Cuba? On est obligé de prendre les deux côtés. Est-ce que, au final, vous souhaitez, vous aussi, que Cuba se libéralise? C'est ce qu'on ne cesse d'annoncer depuis l'arrivée de Raúl Castro à la présidence. Et puis maintenant, en parlant de l'arrivée de son successeur, là, est-ce que souhaitez-vous ça? Évidemment, si vous me demandez, Nick, est-ce que toi, Bérard, t'aimerais un monde idéal? Je répondrais oui. Si tu vas avoir un pays dans des conditions comme celle-là, qui réussit à avoir le meilleur système de santé, le meilleur système d'éducation,
tout ça dans un respect total et absolu des libertés civiles, mais ça, je vais appeler ça le paradis sur terre, puis je déménage demain matin. Mais le problème, c'est est-ce qu'on est capable de garantir ça tout en faisant face aux gérants américains? Et là, vous parliez du blocus tout à l'heure, vous avez raison de le faire. Je veux dire, c'est quasiment un miracle que Cuba a réussi à survivre dans des conditions politiques comme celle-là. Rappelez-vous, quand l'Union soviétique s'est dissoute, on pensait que c'était la fin de Cuba, pour des raisons assez évidentes. Je veux dire, sans l'allié, sans le méga allié de l'URSS, est-ce qu'il serait capable de passer à travers toutes les espèces de secousses cosmiques? Ça a été très difficile aussi dans les années 90, Cuba. Oui, mais ils ont quand même réussi. Façon de parler, puis je sais que c'est pas parfait et tout ça, mais je me dis, moi j'ai du respect, je peux pas faire autrement, puis je sais qu'il y a plusieurs Cubains qui sont contre le régime aussi, et évidemment, ils ont tous toute mon empathie, là, ça va de soi, il n'y a pas de discussion à avoir là-dessus, mais j'essaie de faire un portrait global. Si par exemple, vous allez à côté, pas très loin, en Haïti ou en République dominicaine, si vous comparez les pommes avec les pommes, est-ce que Cuba est dans la queue de peloton ou plutôt l'inverse? Moi, je pense que c'est l'inverse. En effet, Frédéric... Oui, mais Frédéric Lapointe, pendant que Frédéric Bérard se déplace parce qu'il y a un gros tronc d'arbre qui fait qu'on vous perd parfois, Frédéric Bérard. Oui, Frédéric Lapointe, est-ce qu'il est vrai que lorsqu'on compare Cuba avec des îles comparables dans les environs, on est obligé de noter un certain succès tout de même? Il y a rien il n'y a pas de substitut à l'établissement d'un ordre et il n'y a pas de substitut à la capacité de mobiliser les individus pour réaliser des projets d'importance. Le cas d'Haïti est malheureusement l'exemple inverse, où il y a une certaine liberté de parole qui est permise dans la violence, malheureusement, avec les risques que courent les journalistes et les militants, bien entendu. Mais voici une démocratie qui fonctionne peu ou prou, mais qui, en l'absence d'institutions fortes, n'est pas capable de mater la criminalité, n'est pas capable d'établir, à la limite, de créer ou de force, une forme de projet national qui permettrait d'accumuler des succès, accumuler du capital, des infrastructures, des progrès au plan de l'éducation, au plan de la santé. Et donc, c'est pas banal que de constater que lorsqu'on a des populations de plusieurs millions d'habitants, il faut un certain ordre qui s'installe, il faut une certaine capacité de mobilisation. Et ça, c'est pas unique à Cuba. Les régimes communistes ont montré qu'ils pouvaient être très efficaces à construire des institutions, à relever des défis scientifiques, l'espace dans le cas des Russes, la pandémie dans le cas des Chinois, puis on pourra le dire, résister à l'embargo dans le cas de Cuba. Ceci étant dit, malheureusement, lorsque l'armée en particulier et quelques individus se saisissent de ce pouvoir immense, ils sont en général complètement incapables de le redonner à la société civile. On voit la dérive en Chine à l'œuvre avec son leader Hadi et on voit cette dérive-là à Cuba avec le duo qui a gouverné Cuba pendant 60 ans. Et je ne verrais pas pourquoi l'armée actuellement au pouvoir, qui est le principal bénéficiaire du système, laisserait la société civile cubaine se développer davantage. Je suis plutôt pessimiste à cet égard. Alors justement, le prochain leader du parti, qui est déjà président, est un civil. Alors c'est la première fois que ça arrive depuis 1959. Est-ce que ça veut dire qu'on tend vers... Est-ce que, contrairement à ce que vous dites, l'armée finira par redonner le pouvoir au peuple, si on veut? C'est une vaste question. Mais Frédéric Lapointe, est-ce à dire que vu que c'est une dictature ou un régime autoritaire, ce sera toujours mauvais? Est-ce que ce simple élément-là, qui n'est pas simple, mais enfin, ce seul élément-là justifierait qu'on souhaite que Cuba devienne une démocratie ordinaire et que ça se compare à Vous avez pris Haïti, vous avez fait fort dans la comparaison. On aurait pu dire la République dominicaine dans ce coin-là aussi. Reste que quand on sillonne ce pays, Cuba, on y constate, somme toute, moins d'inégalités que dans un pays comme la République dominicaine. Certains diront, un peu comme Manon Massé autrefois, que c'est parce qu'on a réussi à répartir la misère également. Peut-être Cuba davantage qu'en République dominicaine, mais c'est vrai que c'est pas si miséreux que ça non plus, non? C'est un spectre. Dans nos propres sociétés, on a des degrés divers d'encadrement des libertés civiles. On a des degrés divers
en Occident, c'est assez convergent, là, mais il y a des degrés divers de tolérance à la liberté d'expression, au droit de manifester. Enfin, tout ça est un spectre et est soumis à la discussion. Maintenant, ce qui nous confronte, c'est qu'on a des régimes ouvertement autoritaires, Cuba en est un, la Chine en est un autre, et ils prétendent encore avoir un meilleur système. Et la dimension communiste ou pas est assez devient assez ténue. Hein, c'est davantage l'autoritarisme là, qui est mis de l'avant, la capacité de mobiliser les gens, de ne pas les laisser se perdre dans la critique, dans la délibération démocratique. Donc, il y a un conflit de modèles, mais même dans nos sociétés, ce spectre, il existe et la discussion sur plus d'anarchie ou plus d'ordre est le cours. Même ici, en effet. D'ailleurs, passons d'une dictature à une autre, puisqu'au Québec, certains dénoncent la dictature sanitaire. Voilà. Frédéric Bérard, François Legault, s'est encore distingué par sa capacité d'admettre une erreur et de rétro-pédaler avec une certaine grâce tout de même cette semaine en revenant là, sur les consignes à propos du masque à l'extérieur en disant, ben écoutez, non, si vous pratiquez par exemple un sport où vous êtes certain de ne pas vous approcher à moins de 2 mètres les uns des autres, ne portez pas de masque. Idem si vous marchez avec quelqu'un sur la rue. Même chose si vous êtes un couple qui ne demeure pas à la même adresse. C'était des consignes qu'on avait précédemment données un peu tout croche en oubliant d'en parler dans une conférence, dans un point de presse précédent. Et quelques jours plus tard, un sondage nous indique à nouveau un très fort appui des Québécois à François Legault et généralement à sa gestion de la crise. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Je pense qu'effectivement, Legault est excellent. Il est de moins en moins, par contre. Hein. Il s'en vient de plus en plus orgueilleux par rapport à ses prises de décision, mais il reste quand même très malléable versus un Philippe Couillard, par exemple. Et je pense que c'est peut-être malheureusement peut-être la raison pour laquelle les Québécois l'apprécient autant, le fait de ne pas être arrogant et être capable d'admettre une erreur. Maintenant, pour le reste, sur le fond, encore une fois, le docteur Arruda a échappé le ballon de manière assez magistrale quand on lui a posé la question, mais sur quelle base scientifique fondez-vous cette nouvelle directive des masques à l'extérieur? Ben, il dit, il n'y en a pas. Ben, c'était candide en même temps. C'était reconnaître que c'est un choix politique. Je suis tanné d'un directeur de la santé publique qui est candide en pleine pandémie. J'aimerais ça d'en avoir un compétent à la place. Puis là, j'ai comme l'impression qu'un va pas avec l'autre. L'histoire va finir par juger cet épisode-là avec, je pense, comme conclusion ceci, on a eu un des pires incompétents de l'histoire à la tête d'une gestion de crise qui devait être absolument névralgique. Je trouve ça incroyable que ce gars-là ait autant de passe-droit. Il y en a combien qui seraient morts lapidés sur la place publique du fait de son incompétence, mais lui, c'est comme si... Oui, en fait, au Québec, peut-être pas tant que ça. On n'est pas si violent que ça, Frédéric Bérard. Avec son histoire de tartelette au début, puis on dirait que voilà, une histoire d'amour qui en finit plus, qu'on lui pardonne absolument n'importe quelle ennerie. Je veux dire, il n'y a pas de ça de 2 semaines. Quand les mesures de relâchement, 3 semaines, les mesures de relâchement avaient été déclarées, il dit ça, là, inquiétez-vous pas, là, puis... Non, puis là, même si on tombe à 2000 cas par jour, là, il n'y a pas de problème, là, on est en business, tout est beau. 48 heures après, on a changé d'idée encore une fois, en disant non, 1000 cas par jour, c'est ben trop. Mais je veux dire, c'est plus, tu sais, les premières semaines, je peux comprendre, c'est une pandémie qui frappe de plein fouet, tout le monde marche sur les talons, on sait pas trop comment la gérer, mais là, ça fait 13-14 mois. Je veux dire, ça fait 13-14 mois que c'est erreur par-dessus erreur, mauvaise communication. Il déchire en quelque sorte le tissu social parce que ça, c'est la nourriture à complotistes, toutes ces bêtises-là, qui voient bien que le gouvernement leur raconte des pipes. Alors, bref, je sais pas. Moi, en même temps, Frédéric Lapointe, quand on se compare, on se console et assez rapidement, merci. Ces temps-ci, en tout cas, notre voisin ontarien est très, très, très mal pris. Somme toute, nous faisons désormais au Québec bonne figure, même au point de vue de la vaccination. Quand on regarde ailleurs, plus loin de nous, c'est pas rose non plus. Il y a beaucoup de contestations et de doutes quant à la compétence des autorités gouvernementales un peu partout dans le monde et en Occident face à la crise. Est-ce qu'on est vraiment aussi mal pris, d'après vous, que le dit, aussi mal gréé en directeur de la santé publique que le dit Frédéric Bérard? Ben, au sujet de M. Arruda, il faut aussi savoir
qu'il n'est pas un dictateur cubain au sein de son organisation. Il y a de très nombreuses directions de santé publique dans les régions qui sont sûrement animées de plusieurs opinions, de plusieurs expertises. Le ministère de la Santé, globalement, n'est pas la même chose que les directions de santé publique. Il y a l'INSPQ d'un côté, l'ensemble du gouvernement de l'autre. Et donc, tous ces débats qui ont cours de façon permanente depuis 15 mois et qui, parfois, peuvent donner lieu à des allers-retours, 2 pas en avant, 1 pas en arrière, il y a une seule personne qui les porte, le premier ministre, et c'est le directeur de la santé publique. Donc, lorsqu'on le voit comme un porte-parole et non pas comme un expert qui devrait nous guider comme tel un grand timonier, on comprend que c'est moins sa compétence qui est en cause que les difficultés inhérentes de communication à la pandémie que l'on vit. Ah. Oh non, même pas de communication. Là. Les erreurs de communication, ça, c'est l'excuse facile lorsqu'il y a des réalités difficiles auxquelles on doit se frotter. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile pour M. Arruda, la communication. Il y a des reculades assez inélégantes, il y a des affirmations parfois candides. Je regarde les porte-paroles DRAD de l'Ontario et du Canada, et je crois pas qu'on va leur décerner des médailles pour leur capacité de communication non plus. Maintenant, en ce qui a trait au bilan contrasté entre le Québec et l'Ontario, ou entre les pays européens, pour prendre un autre exemple, j'ai l'impression qu'après coup, on va peut-être se rendre compte qu'il y avait un peu de régression statistique là-dedans, c'est-à-dire que je pense pas qu'il y ait un pays qui a été le champion des 3 vagues. Lorsque, au Royaume-Uni, ils ont été frappés très durement, tout le monde disait il doit se passer quelque chose avec le Royaume-Uni, c'est mauvais. Du côté de la République tchèque, ils avaient à peu près 200 cas à tout casser, alors ils pouvaient snobber les autres pays européens. En deuxième vague, c'est la République tchèque qui a battu tous les records, puis en Angleterre, ça s'est calmé. Donc je pense qu'il ne faut pas suranalyser ces choses-là. Il faut faire ce qu'on a à faire au mieux de nos connaissances. Et en ce moment, au Québec, la rondelle roule de notre côté. Il y a des décisions qui se prennent. La population, malgré les manifestations, est relativement disciplinée. On a vu des montées de COVID au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les gens ont réagi, ça s'est tassé. Là, on en voit une en Beauce. Je vous prédis que les gens vont faire attention, vont réagir. Ça va se tasser. Et ultimement, à la fin de la journée, tout le monde va être vacciné dans 2 mois, 3 mois. On n'aura pas ajouté une autre dizaine de milliers de morts à notre bilan. Oui, ils travaillent très dur dans les hôpitaux, mais on n'aura pas ajouté une autre dizaine de milliers de morts à notre bilan et on aura passé au travers. Frédéric Bérard, est-ce que le couvre-feu roule pour nous aussi? Est-ce que ce serait ce qui nous distingue en ce moment, par exemple, de l'Ontario, malgré les récriminations, les critiques et les allégations, le fait que la preuve scientifique de l'efficacité du couvre-feu est loin d'être faite pour plusieurs? Est-ce que ça se pourrait que ça marche? François Legault passait pas autant de temps à lire des ouvrages ultra complexes et il lisait autre chose, par exemple. Peut-être de la littérature pour enfants, puisque... oui, la déesse des mouches à feu. Oui. Peut-être qu'il pourrait aussi lire des trucs scientifiques en pleine pandémie. J'imagine que ça pourrait être utile quand il est premier ministre. Je pense notamment à la revue de l'ANSET qui a été capable de définir en France les couvre-feux, et pas seulement un, là, je pense qu'on est rendu au 3e peut-être, les couvre-feux ont eu un impact majeur sur la baisse des taux de contamination. Où disiez-vous, parce qu'on vous a perdu un instant, donc c'est la revue de l'ANSET qui dit que les couvre-feux ont un effet, et à quel endroit? Oui, excusez-moi, il y a quelqu'un qui a essayé de m'appeler en même temps. En fait, oui, de l'ANSET, qui est une revue scientifique ultra crédible, a analysé l'impact des couvre-feux en France. En France, d'accord. Oui, pour arriver à la conclusion que à chaque couvre-feu, il y a une relation de cause à effet marquée qui fait en sorte que le niveau de contamination diminue de façon relativement drastique. On l'a même vu ici au Québec, les gens s'en souviennent pas, mais tout juste avant le couvre-feu, on était à plus de 3000 cas par jour. Et c'est à partir de ce moment-là que là, Legault a décidé d'adopter ce couvre-feu-là qui, par magie, a amené ça dans des ratios de 5, 600, 700 avant la nouvelle flambée qui a été causée par les derniers relâchements comme tel. Donc, ça pour dire que malheureusement, ça me fait mal au cœur comme constitutionnaliste de dire ça, mais je pense que le couvre-feu fonctionne bien. En tout cas, c'est du moins ce qui est prouvé scientifiquement.
et c'est peut-être pas ici au Québec, mais je vois pas trop quelle est la différence entre la France et les Québécois, à moins qu'on nous replaide encore notre petit côté latin. Ah, ben oui, ce serait peut-être plus une similitude qu'une différence. Terminons, chers collaborateurs, avec on en parle très peu, on n'en a pas parlé, je pense, à cette émission jusqu'ici, la course à la chefferie pardon, du Parti conservateur du Québec qui met aux prises Éric Duhem et un certain Daniel Brisson, que je ne connais pas, je vous l'admets candidement d'emblée, mais toujours est-il que les deux candidats, et on le comprend, donc ce parti, de façon plus large, se sont mis de l'avant ces derniers mois avec une critique féroce des mesures sanitaires qu'ils jugent, ces deux candidats et le parti, beaucoup trop restrictives et sévères. Frédéric Lapointe, est-ce que... Et le parti se targue d'avoir augmenté son membership de 700 quelques personnes jusqu'à 13 ou 14 000, ce qui est davantage que la CAQ la dernière fois qu'on a pu vérifier. Est-ce que il y a un avenir là pour un parti comme celui-là, très, très, très momentanément, du moins, qui fait peut-être ses choux gras pour l'instant là, à travers une certaine grogne face aux mesures sanitaires? Oui, il y a d'avenir pour ce parti conservateur au Québec. La CAQ s'est déguisée en mouvement populiste, en partie, je le dis presque sans snobisme, là, mais en partie un peu stupide, là, anti-intellectuel, anti-expert, anti-consensus, et a récupéré une partie de cet électorat. Mais force est de constater que la CAQ au gouvernement est un espèce de gouvernement péquiste soft, qui n'a pas ce qu'il faut pour plaire à ses électeurs qui ont parqué leur voix à la CAQ en espérant autre chose. Donc, ces électeurs, avec le véhicule qu'est le Parti conservateur, vont retourner à quelque chose qui représente leur idéologie, moins de taxes, moins d'intervention du gouvernement, une certaine attitude hautaine vis-à-vis d'autres mouvements politiques. Et je pense il va y avoir une cinquième force politique au Québec. On n'a pas besoin de proportionnel pour avoir de la diversité. Ça, je pense qu'on peut arriver à cette conclusion-là aisément. Frédéric Bérard, est-ce que ce parti-là, sous la gouverne, par exemple, d'Éric Duhem, on peut le pressentir comme vainqueur, à moins que je me trompe, peut effectivement gagner en popularité au Québec, au-delà, ou en tout cas, du moins vis-à-vis de l'auditoire de la Radio de Québec, par exemple, la fameuse Radio de Québec dont on parle souvent. C'est un peu de ce public-là dont parle Frédéric Lapointe, je crois. Est-ce qu'on peut aller au-delà de ça? Moi, je pense pas. Je pense que sans proportionnel, ces partis-là vont quand même demeurer dans la marginalité. Il faut pas oublier que là, la hausse accrue du membership, qui est effectivement remarquable, est due d'une part à la popularité, façon de parler de Duhem, mais aussi du fait de la crise sanitaire. N'eût été de celle-ci, est-ce que le message très démagogique d'Éric passerait aussi facilement? Franchement, j'en doute. L'autre truc, par contre, c'est qu'au-delà de ils sont dangereux lorsqu'ils parlent de mesures sanitaires. Là, je veux dire, j'allais vous poser la question. Est-ce qu'on est dans l'irresponsabilité ou on tient un discours qui est légitime? Non, en total. Duhem a de la vitre sur les mains là, par rapport à ce qui s'est passé là. Il y a une semaine, là, le grabuge dans le Vieux-Montréal. Je veux dire, ça, c'est clairement sa gang. Il les entretient sciemment. C'est un gars qui est beaucoup plus intelligent qu'on pense, qui est plus stratégique aussi, sait comment parler à sa gang. Mais reste que si on enlève ce volet-là, qui est, à mon avis, drôlement problématique en matière de pandémie, on l'a vu là, avec le Gym de Québec, et ainsi de suite, ça a des impacts collectifs majeurs. Mais au-delà de ça, évidemment, moi, je suis pas conservateur pour 2 sous, mais je vois plutôt d'un bon œil le fait qu'on soit capable de parler de gauche et de droite, comme le fait le Parti conservateur, comme pourrait le faire en fait le Parti conservateur là, une fois que cette crise-là est terminée. Puis parce que je suis assez d'accord avec Fred, quand la CAQ a été élue, c'était vraiment le discours populiste classique, un peu on se la jouait un petit peu de ticoune, puis ça marchait bien. Rendu au pouvoir, là visiblement ils dirigent comme des grands, là, on doit se le dire. Et ce qui fait que la place ici n'est pas occupée par un parti populiste. Il en reste une place qui est disponible, qui sera nécessairement comblée par les conservateurs. Mais le reste, quand Duhem arrive avec des trucs comme, par exemple, je sais pas moi, le monopole des syndicats, de la SAC, et ainsi de suite,
Évidemment que je suis pas d'accord avec ça. Je pense tout à fait l'opposé, mais je pense que c'est sain dans une démocratie d'être capable d'avoir ce jeu dialectique pour en arriver là à des débats qui sont un peu rehaussés. Puis est-ce que Duhem est capable de rehausser le débat? Ça, on verra bien. Mais reste que je suis content, moi, en quelque sorte, qu'on soit capable d'avoir un vrai débat, comme on a un petit peu en Europe ici, hein, parce qu'on a un petit peu en Europe, parce qu'ici, on sait qu'on se dirige beaucoup au centre, à l'extrême centre, même, on peut dire. Donc, d'avoir un Québec solidaire d'un bord, d'avoir un parti conservateur de l'autre, et 2-3 partis dans le milieu, moi, je pense pas que ce soit en soi là, un problème. Là-dessus, il faut dire que pour le candidat Daniel Brisson à la chefferie de ce parti, Québec solidaire, la CAQ, le PQ, le Parti libéral, c'est du pareil au même. Hein. Pour lui, ce sont tous des partis de gauche. Mot, en terminant, parce qu'il nous reste... Vous savez, Québec solidaire dit la même chose, tous les autres sont à droite. Donc, oui. La remarque de Fred Bérard est excellente de ce point de vue-là. Alors, on a Dupont et Dupont aussi. Il y en aura un à gauche, l'autre à droite et les autres au milieu. Le yin et le yang. En terminant, en 10 secondes, il faut quand même qu'on en parle, le fameux projet d'un référendum à la prochaine élection sur un scrutin proportionnel. Pour que cette chose se concrétise, il faudrait que le projet de loi présenté par la CAQ, comme il l'avait promis, là, soit adopté d'ici juin. Plusieurs disent que ça n'arrivera tout simplement pas. C'est un dossier classé maintenant, cette réforme du mode de scrutin. Frédéric Lapointe, en un oui ou un non, est-ce que ça va arriver? Non. Frédéric Bérard? Même chose. Alors voilà, sur ces belles paroles, allez vous reconfiner. C'était Frédéric Bérard et Frédéric Lapointe, nos commentateurs de l'actualité. Merci, messieurs.